Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer avec le deuxième cours d'anatomie de l'unité de l'appareil urinaire, et ce en présentant le cours des glandes surrénales, cours destiné aux étudiants de la deuxième année de médecine. Voici le plan qu'on va suivre. On commence par une introduction, situation, la description anatomique dans laquelle on va étudier la configuration externe ainsi que la structure. On passe au rapport, vascularisation et enfin innervation. Les glandes surrénales sont deux glandes paires non symétriques situées chacune sur le rein correspondant, comme leur nom l'indique. Ce sont des glandes endocrines, c'est-à-dire qu'ils vont diverser leur contenu dans la circulation sanguine. Leurs différentes sécrétions de catécholamines, de stéroïdes, leur rendent indispensables à la vie quotidienne. Situation. Donc, les deux glandes surrénales sont posées comme des capuchons au pôle supérieur, plus précisément supéromédial de chaque rein. Ils sont situés avec le rein dans une région profonde abdominale. Plus précisément, ils sont situés dans l'espace rétro-péritonéal. C'est un espace profond dans la paroi, dans la cavité abdominale. Cet espace, on va le voir plus en détail dans les chapitres suivants sur découpe horizontale et sagittale. Situés latéralement de part et d'autre des vertèbres T11, T12 et L1, donc ils sont de situation thoraco-lombaire, ce qui rend leur apport chirurgical très difficile. Il existe des différences entre la situation de la surrénale droite et celle de la surrénale gauche. On va voir que la surrénale droite est très profonde, elle est plus profonde par rapport à la surrénale gauche qui apparaît plus antérieure, et elle est de situation supérieure et médiale. Donc, et du côté gauche, la surrénale, elle est de situation plus antérieure, elle descend plus bas que la surrénale droite. Description anatomique dans laquelle on va étudier la configuration externe, dans laquelle on va voir la forme ainsi que les caractères généraux des deux glandes, et la configuration interne qui relève de l'étude de la structure. Dans la configuration externe, on va commencer par la forme. D'abord, la surrénale gauche. Elle est allongée et en forme de virgule renversée, c'est-à-dire que l'extrémité, la plus grande extrémité ou bien l'extrémité renflée est située en bas et l'extrémité effilée est située au haut. Ça, c'est la forme générale, si vous voulez, des surrénales. La surrénale droite, en étant un peu plus trapue par rapport à la surrénale gauche, elle va avoir une forme plus ou moins pyramidale, aplatie sagittalement, c'est-à-dire dans le sens antéro-postérieur. Toujours dans la configuration externe, on va voir la forme, c'est-à-dire les faces, les bords ainsi que les extrémités. Donc, les surrénales possèdent deux faces. Une face antérieure, c'est ce qu'on voit ici sur cette vue antérieure, et une face postérieure. La face antérieure, c'est elle qui va présenter le île. Donc, il existe deux notions, le île et le pédicule. Le île, pour les différents organes, c'est la partie dans laquelle le pédicule, les éléments du pédicule, que ce soit vasculaire, à but d'irrigation, ou fonctionnel selon les types de l'organe, vont entrer et sortir. Maintenant, les bords, on a un bord médial et un bord latéral. Vous remarquez que le bord
les deux bords médiaux sont convexes et le bord latéral, les bords latéraux sont concaves, le bord latéral étant plus épais que le bord médial. Les extrémités, au nombre de deux, une extrémité inférieure qu'on a dit qu'elle est arrondie et large, et une extrémité supérieure qui est effilée. Maintenant, on va voir quelques caractères généraux des deux glandes. Ce sont de très petites glandes qui ne pèsent que 6 à 10 grammes, de coloration jaune chamois ou bien jaune brun. Leur consistance, elle est très molle, ils sont très molles et fragiles. Ils ont donc une longueur qui va en moyenne de 5 cm, une largeur de 3 cm. L'épaisseur va varier entre le bord latéral qu'on a dit qui est plus épais, qui peut aller jusqu'à 1 cm, et le bord médial qui est donc de 3 à 4 mm. La deuxième partie de la description anatomique, la structure, c'est-à-dire qu'on va étudier le parenchyme surrénalien. Il faut d'abord savoir que la glande surrénale est entourée d'une capsule, ça c'est ce que vous voyez ici en vert. Elle est entourée par cette capsule qui est fibreuse, elle est mince mais en même temps résistante. Et quant au parenchyme, il est constitué de deux parties. D'abord, sous la capsule, on a le cortex, c'est ça. Et dans la partie centrale, on a la médulla ou bien la zone médulaire. Donc le cortex surrénal occupe la plus grande partie de la glande, à savoir 80%. Il va donner sa couleur à la glande. Il a une couleur jaune, sa couleur jaune chamois. Il est d'origine embryologique mésoblastique, de consistance ferme, constituée de 3 couches qui vont sécréter les hormones minéralo-corticoïdes, les glycocorticoïdes ainsi que les androgènes par les différentes couches qu'on va voir dans la diapositive suivante. Quant à la médullaire qui occupe le centre de la glande, constitue seulement 20% de la glande. Elle est de couleur rouge foncé, d'origine ectoblastique. Elle est très friable, se lisant après la mort. Elle va laisser qu'une cavité centrale, c'est-à-dire lorsqu'on va faire une autopsie post-mortem, après la mort, lorsqu'on fait une autopsie, on va voir que les surrénales vont apparaître que sous forme d'une capsule qui est vide à l'intérieur, d'où la nomination, ou bien le terme de capsule surrénale. Il faut savoir que on peut dire soit les glandes surrénales, ou bien on peut les définir comme étant des capsules surrénales. C'est une autre nomenclature. Maintenant, sur cette coupe histologique, on va pouvoir identifier les 3 couches du cortex surrénal, qui sont donc de la superficie à la profondeur. D'abord la zone glomérulée, qui est formée d'un ensemble de cellules, d'amas de cellules semi-lunaires, qui vont sécréter les minéralo-corticoïdes, principalement l'aldostérone. La deuxième couche, c'est la zone fasciculée, qui va sécréter les glucocorticoïdes, essentiellement le cortisol. Elle est constituée de longs cordons de cellules, donc fascicules. La couche la plus profonde, c'est la zone réticulée. Elle est formée de cordons de cellules anastomosées. Ils vont sécréter les hormones sexuelles androgéniques. Une petite notion clinique, il faut savoir que l'insuffisance cortico-surrénalienne va donner une maladie, c'est la maladie d'Addison, et le contraire, c'est-à-dire l'hyperfonctionnement, va donner le syndrome de Cushing.
Chapitre rapport. Pour les rapports, on va commencer par décrire la loge surrénale. Il faut savoir que les glandes surrénales sont contenues dans leur loge propre, qui est la loge surrénale. Elle dérive de la loge rénale. Elle est séparée de la loge rénale par le fascia intersurrénalo-rénal. D'abord, la loge rénale, elle est rétro-péritonéale. Elle est limitée en avant et en arrière par le fascia rénal qui est formé de deux feuillets, un feuillet antérieur et un feuillet postérieur. Le feuillet antérieur est lâche et plus mince que le feuillet postérieur qui prend le nom de feuillet ou bien fascia de Zucker-Kendall. Donc la glande surrénale est contenue dans la même loge, mais elle est séparée complètement du rein par le fascia intersurréno-rénal. Elle est séparée complètement, c'est-à-dire que lors d'une ptose du rein, ptose ça veut dire que le rein va descendre en bas, soit par une pathologie récente ou bien pathologie congénitale qui date de la naissance. Dans ce cas-là, les glandes surrénales restent fixes dans leur loge. En cas par exemple aussi de néphrectomie, c'est-à-dire la résection chirurgicale complète du rein, donc le rein, les glandes surrénales restent en place malgré qu'ils sont situés dans la même loge, c'est par le puissant fascia intersurréno-rénal qu'on peut voir ici dans cette coupe sagittale, comme on peut le voir sur cette coupe horizontale. Voici la loge rénale, voici les deux reins, voici les deux surrénales séparées par le fascia intersurrénalo-rénal. Les rapports antérieurs, et on commence par les rapports de la glande surrénale droite. Elle est en rapport dans sa partie supérieure avec la veine cave inférieure qui va se placer en avant de la partie supérieure de la glande surrénale. En deuxième lieu, on a le foie. Donc, sur ce schéma, on ne peut pas la voir parce que si on place ici le foie, elle va cacher tous les éléments en arrière. Donc, on peut le voir sur cette coupe. Voici le foie. Voici la glande surrénale droite. Elle est placée en avant. Par sa partie toute inférieure, elle est en rapport avec le genius superius du duodénum. On regarde de L1, c'est-à-dire l'angle qui est formé par D1 et D2, c'est-à-dire les deux portions, première et deuxième portion du duodénum. Les rapports maintenant de la glande surrénale gauche. Dans sa partie supérieure, elle est en rapport avec l'estomac, plus précisément avec la partie supérieure, avec le fundus. Elle est située donc en avant, chose qu'on peut voir ici sur cette coupe qui passe par T12. Voici la surrénale gauche, voici l'estomac. Ils sont en rapport par l'intermédiaire de la bourse omontale. C'est une nomenclature ancienne. La nouvelle nomenclature, c'est la bourse omontale et l'ancienne, c'est l'arrière-cavité des épiplans. Et dans sa partie inférieure, elle est en rapport avec le corps du pancréas. Les rapports postérieurs, ils sont identiques à ceux de la face dorsomédiale du pôle crânial du rein correspondant. Donc, il s'agit d'avant en arrière le diaphragme avec ses différents piliers et ligaments arqués, médial et latéral. Les récessus pleural costo-diaphragmatique, c'est ce qu'on peut voir ici sur cette coupe sagittale. Donc, droit et gauche, le bord inférieur du poumon ainsi que sa plèvre viscérale restent à distance. On a aussi, tout en arrière, les deux dernières côtes, 11e et 12e côte.
Les rapports latéraux sont représentés par le bord médial et le pôle supérieur du rein correspondant au-dessus du pédicule rénal. Les rapports médiaux, d'abord pour la glande surrénale droite, il s'agit de la veine cave inférieure, donc elle constitue un rapport antérieur et médial. C'est un rapport très important lors de la chirurgie sur la surrénale droite. Pour la glande surrénale gauche, elle est en rapport avec l'aorte abdominale et avec le tronc cœliaque. Les deux glandes sont en rapport médialement avec le plexus nerveux cœliaque. C'est un plexus, c'est-à-dire qu'il est formé par un réseau anastomotique de différents nerfs qui sont situés au niveau de la face antérieure de l'aorte, plus exactement en contact avec le tronc cœliaque. Dans la vascularisation, on étudie la vascularisation artérielle, veineuse ainsi que le drainage lymphatique. Vascularisation artérielle. Les deux surrénales sont richement vascularisées par la présence de trois pédicules, un pédicule supérieur, moyen et inférieur. Le pédicule supérieur est assuré par plusieurs rameaux. Ce sont les artères surrénales supérieures qui sont des branches collatérales des artères phréniques inférieures, eux-mêmes branches collatérales de l'aorte dans sa partie abdominale. En deuxième lieu, on a le pédicule moyen qui est assuré par les artères surrénales moyennes droite et gauche. Ce sont deux branches collatérales qui naissent directement de l'aorte abdominale. Le pédicule inférieur, il va prendre en charge la partie inférieure de la glande. Il est assuré par les artères surrénales inférieures qui sont des branches collatérales des artères rénales, eux-mêmes branches collatérales de l'aorte abdominale. Il se détache de l'artère rénale en allant dans une direction verticalement ascendante. Le drainage veineux est assuré essentiellement par une grosse veine qui est la veine surrénale. Les deux veines surrénales qui se détachent, qui sont issues de la face antérieure de la glande. Selon que la veine surrénale soit droite ou gauche, les drainages sont différents. Pour la veine surrénale gauche, elle est plus longue et puisqu'elle est éloignée de la veine cave inférieure par la présence entre eux de l'aorte, donc elle va se jeter d'abord dans la veine rénale et après la veine rénale se jette dans la veine cave inférieure. Elle est donc plus longue que la veine surrénale droite qui est très proche. On a déjà vu que la surrénale droite contracte un rapport important avec la veine cave inférieure. Donc elle va se jeter rapidement dans la veine cave inférieure après avoir un trajet très court. Il existe bien évidemment des veines surrénales accessoires qui ont qu'un rôle mineur et qui vont se jeter soit dans les veines phréniques pour leur partie supérieure ou bien à la partie inférieure. Ils sont soit tributaires de la veine surrénale correspondante, donc qui va se jeter soit dans la veine cave inférieure ou dans la veine rénale gauche, selon la veine. Le drainage lymphatique commence par trois réseaux principaux d'origine qui sont un réseau cortical, médulaire et capsulaire qui vont se résolver en deux grands groupes, un groupe suprahilaire et un suspédiculaire et un groupe sous-pédiculaire qu'il soit situé au-dessus ou au-dessous du pédicule rénal. Ces différents nœuds vont s'organiser pour gagner les nœuds lymphatiques lombaires, d'abord latéro-aortiques et pré-aortiques.
le dernier chapitre, innervation. L'innervation des glandes surrénales est extrêmement riche, elle est double, sympathique et parasympathique. Elle est fournie par la présence de plusieurs rameaux, à savoir le plexus cœliaque, le nerf grand splanchnique, petit splanchnique, les nerfs phréniques. L'ensemble de ces nerfs vont s'organiser autour du tronc cœliaque, autour de l'artère mésentérique supérieure, autour des veines rénales, pour les artères rénales, pour former un rameau anastomotique qui sert à la formation de plusieurs plexus. On a 3 plexus. D'abord, le plexus surréno-phrénique, qui est un plexus supérieur, il va suivre le trajet des artères surrénales supérieures. Un plexus inférieur, qui est le plexus surréno-rénal, il va suivre le trajet des artères surrénales inférieures. Le plexus le plus important, c'est le plexus surréno-solaire, le plus important entre les 3. Il va s'organiser en 2 pédicules autour du tronc cœliaque. Donc, on a un pédicule postérieur qui provient du nerf grand splanchnique et un pédicule médial qui provient du ganglion cœliaque. Le cours est terminé. Je vous remercie pour votre attention.